Bonjour Olivier Meyer, je vais rapidement vous présenter. Vous êtes professeur des universités à l'université Paris-Est et Paris-Dauphine, directeur de recherche au LIFA et vous dirigez l'observatoire ASAP, Action sociétale et action publique, en lien avec la chaire Innovation publique, ENA, ENSCI et Sciences Po. Je souhaitais aujourd'hui vous interroger sur la crise sanitaire actuelle et ses conséquences pour les entreprises et plus généralement pour la société. Tout d'abord, comment définir la crise actuelle d'un point de vue sanitaire? Quel est pour vous l'impact réel de cette crise sur notre modèle de vie? En fait, cette crise de la Covid-19 est une crise qui nous a tous surpris, à la fois dans sa brutalité, mais aussi au niveau de son ampleur. Elle vient depuis plusieurs mois s'immiscer durablement, malheureusement, dans la sphère publique et privée. Elle est apparue, comme vous le savez, en novembre 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine, et elle s'est malheureusement par la suite propagée dans le monde entier. La Covid-19 apparaît de plus en plus comme une maladie difficilement cernable, car elle est à la fois mortelle et contagieuse, et surtout dont les formes chez l'homme diffèrent en termes de gravité, d'effets sur l'organisme en présentant des symptômes divers et variés, mais aussi avec une durabilité qui peut en fait parfois s'inscrire dans le temps, avec par exemple l'apparition possible de séquelles plusieurs mois après la maladie, comme des troubles respiratoires ou mentaux. Donc cette crise a aussi naturellement un impact sur l'activité économique et sociale. Elle vient perturber les fondements de notre société, en remettant en cause une grande partie des activités éducatives. Je pense ici à nos universités, aux établissements d'enseignement supérieur, les grandes écoles, mais aussi nos activités culturelles ou artistiques comme le théâtre, le cinéma, les musées, expositions ou encore les manifestations sportives. Enfin, sur un plan sociétal, cette crise, elle entraîne des changements dans nos pratiques quotidiennes, avec sur le court terme la limitation de nos déplacements, le développement du télétravail, le développement à marche forcée du e-commerce, ou encore, on le voit tous aujourd'hui, les livraisons sans contact ou les services de retrait à l'extérieur des magasins. Mais elle a aussi des effets sur nos comportements. Et donc, au cœur de cette tempête, les acteurs, qu'ils soient politiques, économiques, institutionnels, se retrouvent donc en première ligne pour gérer une réorganisation des activités à l'échelle nationale qui peut durablement, et c'est ça mon inquiétude, durablement modifier nos rapports au temps, à l'espace et plus généralement notre relation à l'autre. Et quels sont les défis à relever d'un point de vue organisationnel? Oui, vraie question. Cette crise entraîne des mutations organisationnelles, sociales et sociétales qui obligent les entreprises à repenser durablement leur organisation. Les directions générales ainsi que l'ensemble de la chaîne RH se sont retrouvées en situation de tension permanente. Les entreprises ont dû trouver leur marque entre l'économique et le sécuritaire dans un souci de continuité des activités de l'entreprise. Et face à cette crise qui risque de durer, l'entreprise va donc devoir relever plusieurs défis sur le plan organisationnel. Tout d'abord, sur le court terme, la modernisation du matériel informatique hors entreprise. En effet, un des premiers défis, même s'il semble évident ou basique, est de relever, permettre finalement aux collaborateurs de l'entreprise et non simplement aux dirigeants de se doter d'un matériel informatique et d'outils digitaux performants, avoir la fibre optique, les ordinateurs fiables et résistants, un grand écran, des tablettes, le téléphone portable, mais aussi un casque avec micro webcam pour les appels professionnels. Des éléments simples, mais qui n'étaient pas inscrits dans le cadre général de l'espace à domicile, mais qui sont aujourd'hui nécessaires à un télétravail structurel et continu. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec cette crise, la nature du télétravail tend à évoluer, en passant d'une forme ponctuelle et quasi ludique, presque liée à un art de vivre, à un mode d'organisation permanent et contraignant. Et je pense que ce changement de statut en termes de pratique induit par conséquent une adaptation des équipements et des outils numériques à domicile en termes de performance et d'efficacité énergétique et technologique. Ça, c'est pour moi le premier point. J'en verrai moi un deuxième à prendre en compte, c'est le défi de la cybersécurité et des systèmes d'information. Cette fois, on y est. La Covid-19 va contraindre clairement les entreprises à trouver d'urgence de nouvelles façons d'opérer et d'organiser le travail. Elle met au centre de l'architecture interne des entreprises la question de la résilience,
des systèmes d'information qui n'a jusqu'à présent jamais été aussi durement mise à mal. Elle pose aussi la question de l'obligation de maintenir les activités critiques et d'assurer une gestion continue des flux d'informations en évitant basiquement les risques de coupure d'image. Dans une réunion, ça peut faire désordre, de variation de volume, je pense aussi au son, ou d'interruption de transmission. Elle implique enfin la sécurisation des données professionnelles de l'entreprise et de ses collaborateurs face à une communication désormais virtuelle hors des bureaux de l'entreprise. Et le défi majeur est de pouvoir, dans la durée, c'est ça le vrai enjeu, sécuriser les données dans le cadre de réunions, de visioconférences, de séminaires ou encore de transmission d'informations, quand le collaborateur sera cette fois chez lui et travaillera de son propre domicile. Dernier point, et non des moindres, la gestion de l'espace domestique. La crise actuelle a indéniablement fait voler en éclats notre représentation du rapport au travail, en remettant en cause le lien existant et historique quelque part entre le travail et son lieu d'exercice, à savoir le bureau, on pourrait dire aussi l'établissement, la manufacture, l'atelier, l'usine, pour reprendre des termes anciens. En effet, la pandémie de la Covid-19 et les mesures de distanciation physique ont fortement contribué à généraliser le télétravail, qui change à bien des écarts la donne en termes de pratiques d'entreprise et de dynamique collective. Selon plusieurs études, ça c'est intéressant, en Europe mais également en Amérique du Nord, le phénomène du télétravail s'est fortement accéléré. Prenons ici un exemple concret. Au Canada, le nombre de personnes réalisant leurs tâches en télétravail a presque triplé entre février et avril 2020. Et cette forme de télétravail semble donc être amenée à se développer et à se renforcer, notamment dans des secteurs comme la finance et les assurances ou l'enseignement. On le voit aujourd'hui avec les formations. Le télétravail est jugé en plus par les autorités d'autant plus intéressant qu'il contribue également à favoriser la réduction de la congestion sur les routes ou encore à limiter la pollution atmosphérique. Plusieurs facteurs qui vont contribuer clairement à généraliser cette pratique et donc qui posent une vraie question sur l'optimisation de la gestion de l'espace domestique. Et les employeurs et leurs salariés, visiblement, ont donc déjà pris l'habitude de travailler hors des murs de l'entreprise. Ils ont dû donc repenser l'organisation du travail et l'aménagement des espaces, aussi bien dans l'entreprise, je pense ici au bureau, qu'au sein du domicile, avec une sélection progressivement de meubles, d'équipements, de sièges et de luminaires adaptés à un télétravail à grande échelle. Il s'agit par conséquent de prendre en compte désormais différentes catégories de collaborateurs selon que ceux-ci travaillent en présentiel, à savoir sur site, à distance, on parle de home office, ou encore en mode alterné. Est-ce que finalement, y a-t-il d'autres défis à prendre en compte concernant la gestion du Covid-19 ? Oui, vous avez raison. Au-delà de la maladie elle-même et de ses conséquences sur l'organisme, il y a aussi un défi pour la santé mentale des collaborateurs et les salariés de l'entreprise, et peut-être on n'insiste pas suffisamment là-dessus, c'est pour moi une bombe à retardement. En effet, la crise actuelle remet en cause nos certitudes, nos croyances, comme notre rapport à la mort et à la maladie, mais aussi une partie de nos valeurs sur lesquelles se sont fondées nos sociétés, en réinterrogeant le concept de liberté, d'égalité. On n'est pas tous préparés de la même manière à gérer ce défi du confinement, ou du couvre-feu, ou de ces restrictions de liberté, ou aussi de fraternité du coup. Et cette crise génère par conséquent pour moi, et on le voit je pense et on le constate dans notre cellule familiale mais aussi dans notre entourage, de la peur et de l'anxiété, qui passe aussi par le silence, mais le silence est parfois trompeur. Elle conduit donc à des attitudes parfois contraintes et timorées qui limitent nos comportements naturels et instinctifs. Et ça c'est plutôt inquiétant, comme l'authenticité, la spontanéité, le partage des émotions, l'intensité des sentiments, en bref ce qui fait aussi quelque part la vie. Et l'isolement social, dont on vante aujourd'hui son intérêt d'un point de vue sanitaire, et je ne le conteste pas, il peut aussi entraîner des risques de maladies graves qu'on n'évoque pas pour l'instant, comme la solitude structurelle d'un individu, le sentiment d'abandon. On parle souvent des anciens, mais ça peut aussi concerner des jeunes, des célibataires, des divorcés, des veufs, aussi des questions de déprime, de dépression ou de détresse psychologique. Ce ne sont pas des maladies anodines, même si elles sont de nature psychologique. Et enfin, et malheureusement, on commence à voir des chiffres apparaître en France sur ce sujet,
D'autres formes de mortalité, qui est un sujet parfois tabou, on sait qu'il était très présent au Japon, il risque en fait de se développer et s'élargir à d'autres pays, comme les suicides qui, à mon avis, demandent sur le court terme mais aussi à moyen long terme une attention et un suivi de tous les instants. On peut aussi citer d'autres défis, cette fois de nature managériale, en lien avec la gestion sociale des salariés, mais à travers la façon dont on va désormais gérer et animer des équipes à distance et continuer surtout à réussir à motiver les équipes. Enfin, cette crise pose un énorme défi identitaire culturel, j'en finirai par là, pour nos sociétés en général et aussi pour les entreprises. Donc commençons tout d'abord, si vous voulez bien, par les enjeux en termes de négociation sociale, donc il y a un sujet un peu technique, mais qui est au cœur du management social des entreprises. Le maintien ou la reprise de l'activité va nécessiter de nouveaux compromis, de nouveaux modèles relationnels. Les mesures de prévention et de protection, par exemple, comme les gestes barrières, les règles de distanciation, les pratiques de nettoyage, ne sont pas toujours complètement applicables. Et il est parfois difficile de s'assurer qu'elles sont suffisantes. Les travailleurs se sont donc exposés à un danger difficile à évoluer et à maîtriser. D'ailleurs, les délégués de personnel que j'ai pu interroger ont rapidement pointé les failles dans l'application de certaines mesures et le manque de ressources disponibles. Il convient par conséquent de co-construire un cadre légal entre les représentants du salarié et le management pour assurer la continuité de l'activité économique. À mon avis, seule l'écoute et la co-construction peuvent permettre d'obtenir à la fois l'acceptation et l'adhésion au moment de la mise en œuvre de mesures difficiles, comme peuvent l'être le chômage partiel, qui risque de continuer en 2021, l'adaptation des horaires de travail ou encore un télétravail devenu contraignant car imposé. La crise actuelle a aussi des enjeux managériaux, elle nous interroge tous sur la façon de parvenir au développement d'une intelligence collective qui soit efficace et réaliste, car le mot est joli, intelligence collective, cela fait très bien, mais dans les faits, comment cette forme d'intelligence va prendre forme face à la crise actuelle? Cette période va en effet contraindre les entreprises à revoir leur modèle organisationnel et managérial en veillant à conserver, à préserver la confiance de leurs équipes. Et cette confiance dépend de l'attention que les responsables portent à leurs collaborateurs. Elle implique de savoir partager une dynamique collective autour d'une stratégie claire et si possible d'expliciter la façon dont sont prises les décisions en toute transparence. Elle exige aussi des dirigeants qu'elles apportent des réponses proactives que plutôt simplement réactives, d'être simplement dans la réaction en faisant preuve cette fois d'anticipation. Alors, si l'intelligence collective est nécessaire, il convient de savoir vraiment comment la définir et surtout l'activer. Et ce type d'intelligence, à mon avis, ne peut pas se résumer simplement à un groupe formé d'individus intelligents, ça serait trop simple malheureusement. Elle implique pour moi un ensemble de personnes diverses et variées, ça c'est très positif, mais surtout qui sont capables d'interagir collectivement et régulièrement vers un même but. Et la question est donc de savoir de quelle façon on peut opérer cette dynamique entre des personnes de plus en plus isolées. Pour moi, il importe, comme axe d'orientation, de combiner le télétravail, qui certes s'est imposé, mais avec un accompagnement humain et continu, via par exemple le tutorat ou le mentorat. Il est également nécessaire de développer des projets collectifs en présentiel, en veillant par exemple à renforcer la dimension émotionnelle et la recherche d'une plus grande authenticité, très loin des jeux politiques et institutionnels habituels. Enfin, le présentiel sera davantage pour moi réservé au partage des émotions ou des sentiments, en misant avant tout sur des moments de détente, de joie, de partage d'expérience ou de créativité. Seule clairement une mobilisation des capacités créatives et intellectuelles de l'ensemble des collaborateurs pourra permettre de préserver dans la durée un véritable sentiment d'appartenance et ainsi de garder l'idée d'un socle culturel commun. Enfin, et j'en finirai par là, les effets de cette pandémie posent aussi un véritable défi sur le plan culturel. L'un des principaux défis que l'entreprise aura à gérer sera de réussir à créer un monde commun face à des individus qui étaient déjà isolés et dont l'isolement risque de se renforcer face à la crise actuelle, qui sont aujourd'hui donc repliés sur leur propre subjectivité et incapables d'adhérer naturellement à toute forme
de légitimité rationnelle légale. Je pense aussi à la perte de valeur, à l'absence de référentiel, dans un contexte d'instabilité économique et organisationnelle. En tout cas, c'est un sujet à prendre sérieusement. L'ampleur et la durabilité de cette crise et la prise de conscience de la possibilité de vivre avec des vagues de contamination successives renforcent l'impression d'être finalement dépossédé aujourd'hui de tout cadre rationnel stable. La crise actuelle vient ainsi transformer notre modèle économique et social en un ensemble de plus en plus de procédures, d'orientations qu'on nous impose, où l'individu se trouve de plus en plus perdu et impuissant. Il y a donc dès lors un risque pour moi que les collaborateurs se détournent progressivement de l'autorité hiérarchique et apparaissent de moins en moins liés à leur organisation d'origine. Et donc pour conclure cette interview, comment doit-on, selon vous, aborder l'avenir dans ces conditions ? Oui, nous sommes condamnés à la fois à apprendre du présent, on y est aujourd'hui, tout en s'attachant à préparer l'avenir. Ça serait peut-être un vrai sujet là de débat, en pensant notamment à nos actifs, aux travailleurs, et aussi à nos enfants. L'intensité de la crise sanitaire actuelle et de ses conséquences ont mis en évidence la nécessité d'accélérer les travaux en management et en ressources humaines par rapport à certaines transformations. Je pense ici à la gestion des bureaux, aux outils digitaux, aux ordinateurs, au mobilier, dans les domaines à la fois de la communication, du recrutement, du management d'équipe. Les firmes vont devoir élaborer, ils n'ont pas le choix, de nouveaux modes d'organisation qui puissent combiner distanciel et présentiel avec des structures flexibles en petits groupes, des modes d'organisation alternés. Il s'agira également d'initier une nouvelle logique de recrutement et de gestion de carrière en érigeant peut-être un nouveau contrat social pour les salariés, en proposant aussi d'autres formes d'engagement en termes de durée, d'intensité, de confiance ou de compétences. Là, pour le coup, je pense qu'il y a matière à de l'innovation managériale. Il faudra aussi inventer certainement d'autres modalités relationnelles à travers différentes actions comme des ateliers de co-développement, la généralisation de formations multimodales qui allierait à la fois de l'auto-formation, du présentiel distanciel, de l'apprentissage formel et informel, mais aussi lié aux technologies, le social learning ou encore le mobile learning, le recours aux célébrations collectives, pour compenser la distanciation qui nous est aujourd'hui imposée, en mettant par exemple en avant des réussites partagées, en sacralisant sur des moments forts le temps présentiel, ou la création tout simplement de moments un peu spontanés de détente et de partage, à travers des rituels, des jeux ou des moments de convivialité. L'enjeu est aussi certainement d'accompagner psychologiquement l'individu dans son isolement. Je pense que c'est insuffisamment pris en compte aujourd'hui par les autorités, surtout s'il devient avec le temps structurel, comme par exemple plusieurs jours par semaine, confiné chez soi, même légalement et officiellement à terme, si le virus nous laisse tranquille, en donnant à la personne concernée les moyens de renforcer sa résilience, via un accompagnement personnalité, un soutien psychologique, du tutorat, du mentorat, ou encore l'affirmation de nouvelles valeurs en misant par exemple sur des belles valeurs comme simplement le rire, l'humour, la spontanéité, l'authenticité ou encore l'autodirision, en clair, ce qui fait aussi l'être humain et son charme. Et enfin, face à un monde de plus en plus incertain et complexe, et aussi à une impuissance publique malgré ses efforts, on le voit aujourd'hui face à la crise, l'entreprise doit aussi prendre sa responsabilité, même si j'en conviens, c'est loin d'être évident, en inventant de nouvelles logiques organisationnelles et relationnelles, en vue, et j'y reviens, de créer un socle culturel solide, adapté à ce nouveau contexte, autour notamment de valeurs collaboratives qu'il faudra là bien expérimenter, créer et affirmer. C'est à mon avis de cette façon que l'entreprise et ses dirigeants réussiront dans la durée à recréer un lien social fort avec leurs équipes et à proposer des actions fondées sur une légitimité qui soit à la fois inspirante et reconnue par tous.